Alors, avec un petit peu de retard, on va s'intéresser à une thématique qui est toujours très intéressante, mais bon, vous le savez, toutes les thématiques le sont ici au Paris Radio Show. Audio versus jeune public. Alors, j'ai demandé à Mehdi Kelfa, qui est rédacteur en chef à la RTBF, à une division un peu particulière dont il va nous parler, de nous retrouver. Carole Chesson de Bloom, la radio des enfants, et Mathieu Genel de Talmig, qui va aussi nous retrouver. Et on va donc... On va parler de tout ça. Et j'imagine qu'on remettra des prix dans la foulée, là. J'imagine. Bon, j'espère. Bien, tout le monde est là. Vous êtes bien installés. Vous avez un micro. Tout va bien. Impeccable. Servez-vous à boire. Et alors, on va s'intéresser à cette session, à cette thématique qui va nous permettre, j'imagine, d'explorer les enjeux éducatifs, technologiques, qu'est-ce qu'on peut coller d'autre comme adjectif culturel à l'audio pour les jeunes publics. Carole, d'abord. Bonjour. Bonjour. Et moi, j'ai une question de béotien. C'est ce que c'est une question de béotien, c'est un mec qui ne connaît rien. Ouais. Voilà. Donc, une question de béotien, ça existe vraiment le jeune public ou c'est moi qui... C'est-à-dire je voudrais savoir si c'est vraiment une cible aujourd'hui, si c'est devenu... Il y a 10 ans, non, on ne parlait pas de ce segment-là. Voilà. Donc, comment, par l'opération du Saint-Esprit, est apparu ce segment jeune public, et est-ce qu'il y a du monde dans ce segment jeune public? Alors, il y a du monde dans le segment jeune public. Effectivement, en fait, ce sont donc des enfants. Comme vous savez, il y a pas mal d'enfants. Et ils écoutent des histoires, ils adorent ça. Et ils ont quel âge? Alors, le jeune public a quel âge? Ça dépend. Nous, chez Bloom, on s'adresse aux enfants, on dit entre 0 et 10 ans, évidemment, de manière un peu excessive, mais on s'adresse aux tout petits comme aux plus grands. Et puis, on a maintenant une offre aussi pour les adolescents. Donc d'accord, on est sur le 0-16 ans. Le panel est large. Tout à fait. À la RTBF, il y a les définitions du jeune public. Alors nous, c'est des publics de conquête. On s'est rendu compte qu'avec la sursegmentation des réseaux sociaux, il y avait un enjeu important d'aller les capter et d'aller sur ce terrain-là. Et pour nous, les nouvelles générations, ça va de 8 ans jusqu'à 25 ans. Et pour ce faire, on a tout un tas de projets, de développement de projets aussi info pour pouvoir les toucher directement et spécifiquement. Alors vous, Mehdi, vous êtes rédacteur en chef, mais d'une division un peu particulière qui porte d'ailleurs un nom très emblématique. Donc les NG, ouais. Donc je suis chef de rédaction pour les nouvelles générations. Et donc à la RTBF, on développe un certain nombre de contenus, de divertissements pour les jeunes. Il y a une unité enfant, il y a des dessins animés, etc. Mais on a aussi développé parallèlement une unité info. Et moi, je suis responsable de 3 projets info. Un JT pour enfants qui existe depuis 25 ans. Un compte TikTok qu'on a lancé il y a 3-4 ans pour les adolescents qui s'appelle Mise à jour et qui aujourd'hui compte 1,5 million d'abonnés. On développe l'information sur Tarmac, qui est une plateforme digitale et DAB+, donc en radio. Et donc on développe des contenus d'infos pour ces jeunes-là depuis quelques années. Ok, Mathieu, à vos côtés, j'écorche pas le nom de marque, si j'ose dire, Talmig. Oui, à peu près, oui. Mais ça veut dire quoi, Talmig? Talmig, c'est la contraction de tail et de streaming. Voilà, et parce qu'à l'origine, en fait, je voulais diffuser des... C'est un néologisme, alors, on pourrait dire. Exactement, tout à fait. Et c'est surtout, en fait, mon podcast derrière, la marque Talmig n'existe plus vraiment aujourd'hui, mais c'est surtout mon podcast qui s'appelle Les Petites Histoires. Et si je vous demande aussi, Mathieu, de définir rapido ce qu'est le jeune public, est-ce que vous pourriez me répondre, pour me surprendre, peut-être? Les enfants en primaire ou en maternelle? Ou avant, même. Avant même? Oui. D'accord. L'audio, c'est hyper important pour stimuler l'imaginaire des enfants et on n'a pas forcément besoin de beaucoup de paroles. On peut faire voyager les enfants dès qu'ils sont tout petits grâce à l'audio. Ok, top départ, une question flash à tous les 3. Carole d'abord, est-ce que le jeune public, c'est un public qui est complexe à comprendre? Voilà. Alors, à comprendre, je ne sais pas. Je pense que nous, au bout de 15 ans, aujourd'hui, on sait très bien comment s'adresser aux enfants. Donc, il faut trouver effectivement les formats pour leur raconter des choses qui vont les intéresser, puis qui vont aussi leur apprendre des informations, des choses sur la vie et le monde. Est-ce que c'est un public qui fait preuve d'une honnêteté intellectuelle, d'une... franchise? Vous savez que les grands vous diront toujours que c'est pas mal, mais les enfants, eux, n'y vont pas par 4 chemins, les généralement. enfants, s'ils n'aiment pas, ils ne vont pas écouter. En fait, c'est aussi simple que ça.
Ok. Est-ce que c'est un public plus difficile à travailler qu'un public adulte? C'est un public très difficile à travailler, surtout pour des structures comme les nôtres. Moi, je suis un homme de radio et donc pour moi, quand j'ai commencé la radio, j'étais fan, c'était le centre de ma vie. J'ai commencé à Radio Campus Lille, qui est une des plus vieilles radios associatives. À Lille, vous avez débuté? Oui, et la radio, c'était vraiment le centre de ma vie. Aujourd'hui, la radio, c'est plus le centre de la vie des jeunes générations. Le centre de la vie des jeunes aujourd'hui, c'est ce qu'ils vont trouver grâce à l'image, grâce aux réseaux sociaux. Mais on a quand même une carte à jouer avec le son, pouvoir continuer à capter ce public-là en parlant avec leur code et en utilisant tout ce qui font des atouts de la radio par rapport à ce public-là. Par exemple, l'authenticité, le direct, tout un tas d'éléments comme cela. Donc c'est un public très difficile à toucher parce que aussi ces usages, l'usage des jeunes est assez mouvant. Ils sont toujours à l'affût des nouvelles technologies, des nouveaux réseaux sociaux. Je pense qu'il y a peu de gens ici qui sont sur TikTok. Et pourtant, qu'est-ce qui est sur TikTok là? Vous avez le... Voilà, donc il y a peu de monde. Hein, ça fait peu et avec le compte mise à jour qu'on a, on a des millions de vues sur une vidéo par exemple. Donc ce qui est quand même assez incroyable. On touche un public, on vous touche pas avec ces contenus-là, mais on touche un autre type de public. Et puis aussi, c'est un public dont on se foutait avant. On n'a rien à foutre d'eux parce qu'il n'était pas bankable, parce qu'il n'avait pas d'argent, parce que effectivement, il y avait de l'écoute subie dans la voiture. Ils étaient obligés d'écouter la radio de papa et maman. Ils étaient obligés de regarder la télé avec papa et maman. Aujourd'hui, ils consomment ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est beaucoup de délinéariser. Ils sont plus trop dans le live, dans le direct. Et donc, ils vont aller chercher, picorer. Alors, c'est l'inspiration Netflix, mais aller chercher du YouTube, aller chercher du Netflix, des choses qui les concernent directement et pouvoir partager, commenter, streamer. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment un public qui est difficile à capter parce qu'il est aussi intrinsèquement sous-segmenté. Donc voilà, il y a plein de choses à avoir en tête et en ligne de compte. Le truc, c'est qu'il faut trouver la manière de leur parler, avoir leur code. C'est un public qui est un petit peu plus honnête que qui a une honnêteté intellectuelle. Quand ça lui plaît pas, par exemple, il vous fait remonter une information. Alors, déjà... il n'écoute pas, comme disait Carole. Au moins, c'est simple. Il nous reproche directement les choses. Si on parle d'un sujet qui l'intéresse pas, il va nous le dire. Quand on parle pas d'un sujet qui l'intéresse, il va nous le dire. Et par ailleurs... on est soumis pas seulement au public, mais on est aussi soumis aux algorithmes. Et les algorithmes sont très violents aussi par rapport au sujet qu'on veut leur donner et nous empêchent de pouvoir toucher certains publics. Je pense aussi, si je peux me permettre, je pense aussi que ça dépend du découpage par âge, parce que je pense que vous parlez plutôt des ados, enfin des jeunes qui sont déjà finalement en possession d'un smartphone ou d'une connexion qui leur permet d'aller chercher leur propre contenu. Quand on parle des enfants plus petits comme Mathieu et moi, à qui on s'adresse, voilà, c'est surtout sur la prescription des parents, bien entendu, mais c'est aussi un public éventuellement non lecteur qui est trop content d'avoir des histoires qui lui sont racontées, de découvrir des choses par l'audio de manière autonome finalement. Alors Bloom, la radio des enfants. Mais c'est une fausse appellation parce que c'est pas véritablement une radio au sens littéral du terme. Il n'y a pas une diffusion hertzienne. C'est de l'appellation qui veut ça. C'est vrai, tout parce que vous faites partie des gens qui pensent que la dernière fois qu'on a offert un transistor à des gamins, c'était en 1972 sous un sapin de Noël. C'est ça. Un soir de réveillon. Depuis, on n'achète plus de transistors en guise de cadeau. Ce qui s'est passé pour Bloom, c'est que nous, on a débuté il y a 15 ans, donc le mot podcast n'existait pas. Voilà, on s'est décidé à produire des contenus audio pour les enfants. On a appelé ça comme ça à l'époque. Et donc, en fait, comme on s'est dit qu'on voulait proposer aux enfants d'autres choses que du conte et de la comptine, qu'on allait aussi leur proposer de la gymnastique, de la cuisine, des émissions de découverte du monde, des questions philosophiques, etc. On s'est dit, pourquoi ne pas prendre la radio des enfants comme appellation. D'accord, et vous vous positionnez aujourd'hui comme la radio des enfants. Est-ce que ça marche concrètement d'ailleurs? Est-ce que vous avez pu disséquer votre audience? Alors, notre audience, en fait, elle est sur tellement d'endroits différents que c'est difficile de l'analyser. C'est quoi les endroits différents? C'est TikTok, par exemple? TikTok pour les adolescents, oui, bien sûr. Mais pour les enfants, sur Bloom, la radio des enfants, en fait, on est bien sûr sur les plateformes de podcast, mais on a décidé de ne pas publier notre contenu. Donc, voilà, c'est quelque chose d'un peu particulier qui est un modèle économique non existant. Vous êtes sur les plateformes de podcast, mais vous ne publiez pas de contenu? Je pub pas mes contenus. Je ne mets pas de pub. Pas de monétisation. Pas de monétisation, exactement. Par contre, il y a aussi un problème d'oreille, vous avez remarqué. On est aussi, on a décidé en fait de faire en sorte que ce contenu il soit disponible un peu partout. Donc on est présent dans les trains, dans les avions, dans plein d'endroits différents qui nous permet justement de divertir les enfants sans les écrans à d'autres endroits. Ok, Mathieu, donnez-nous les 3 produits phares, le top 3 de ce que vous faites en termes de contenu pour le jeune public.
Numéro 1. On va faire numéro 3, et puis on va finir par le numéro 1. Numéro 3. En fait, j'ai 2 séries qui marchent bien, qui sont mensuelles. Et il y en a une qui s'appelle Zélie et les objets maléfiquement maudits, et qui cumule plus de 2 millions d'écoutes sur tous ces épisodes, sachant qu'il y en a une trentaine. Il y en a une autre qui est en train d'être adaptée en ce moment en bande dessinée, qui va sortir au Lombard, qui s'appelle Lila et les sales gosses. Et puis, le projet dont je suis le plus fier, parce que ça montre en fait que des contenus de marque, ça peut marcher. En audio, j'en suis à ma 4e série avec Lego. Je suis le seul en plus au monde, donc je suis très content de le dire, qui a réussi à convaincre Lego de faire de l'audio et à transposer en fait leur univers. Lego, c'est la marque de... La marque Lego, oui, les jouets. Ouais. Et donc en fait, leur problématique, c'était comment est-ce que je suis une marque et j'arrive à creuser mon univers, parce qu'ils n'ont aucun problème de notoriété. Ils sont à 97% de notoriété en France. Et donc, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est donner des raisons supplémentaires de stimuler l'imaginaire des enfants, etc. Et donc, ça, c'est une énorme fierté de travailler avec eux depuis 4 ans. Juste une dernière question sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui vous différencie de la radio, celle qu'on écoute, on en a bossé le matin, par exemple? J'ai pas de ligne éditoriale. C'est en fait depuis le début la seule chose que je veux faire, c'est toujours faire écouter des histoires aux enfants que j'aurais eu envie d'écouter ou qui me font marrer moi. Donc en fait, je demande à mes auteurs ou je me demande à moi-même, c'est quoi en fait l'histoire que j'ai envie de raconter aujourd'hui. On l'écrit, on la scripte, je bosse après avec mes comédiens, on enregistre en studio, et puis quand j'ai les moyens, je vais sur certains épisodes faire du design sonore pour essayer d'augmenter l'univers que je propose aux enfants. Préserver cette liberté, hein. Vous n'avez pas de verticalité, vous n'avez pas de hiérarchie, vous travaillez en fonction de... en fait, c'est mon second travail à côté de mon premier travail. D'accord. Voilà, donc c'est un side project, comme on dit. Vous éclatez, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis autoproduit et autofinancé. Vous avez des panels autour de vous, faites écouter à vos neveux, vos nièces, je sais pas, vos gosses. Non, au début, oui. Mes enfants, oui. C'est grâce à eux en fait que j'ai commencé l'histoire. Cette histoire des petites histoires. Et puis maintenant, en fait, non. C'est vraiment que du feeling. Et puis c'est aussi beaucoup de retours. Et ça, c'est ça qui est super cool sur moi j'ai une communauté, j'ai vraiment de la chance d'avoir des enfants en fait qui soit m'écrivent, soit me font des retours directement sur Spotify ou sur Apple Podcast, parce que moi donc c'est les 6-10 ans mon cœur de cible, mais en fait j'ai la chance, ça fait depuis je me suis lancé 15 jours avant Oli de France Inter. Je suis très fier de ça aussi. Qui est un podcast qui cartonne. Oui. Et puis j'ai bénéficié de l'effet d'entraînement, ça fait 6 ans que ça existe. Et en fait, ce qui est très cool, c'est que, et c'est aussi une menace, mais je vieillis un peu avec mon audience. Donc en fait, au début, ils avaient à peu près 6 ans en moyenne, et maintenant, ils ont plutôt 8 ans. Et donc aujourd'hui, ils ont la possibilité de laisser des commentaires sur Spotify. C'est vraiment un banger, c'est trop bien. En plus, ça booste la visibilité. C'est quoi un banger? Je sais pas ce que un banger, c'est une fonctionnalité de ouf. Désolé, non, mais voilà, c'est vraiment une fonctionnalité obligatoire aujourd'hui d'avoir des commentaires, et même pour moi et même mes auteurs aussi, ou même les enfants entre eux, ils rebondissent sur leurs commentaires, et donc c'est hyper intéressant pour créer de l'émulation en fait dans la communauté, et d'avoir des retours aussi sur des enfants qui me disent c'est nul. Voilà, et je leur dis ok, vas-y, détaille s'il te plaît, mais c'est vraiment intéressant encore une fois de pouvoir être connecté alors que c'est de l'audio et c'est super compliqué. Moi j'ai à peu près sur les premiers jours d'écoute, j'ai entre 3 et 10% de commentaires, donc sur les 3 à 5 000 premières écoutes, je vais avoir une masse de commentaires qui vont me permettre en fait derrière d'avoir des retours directs sur est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que les enfants ont aimé ou ont pas aimé. Globalement j'ai beaucoup d'emoji cœur, et c'est canon. Moi je tombe de ma chaise au niveau des audiences, Mehdi, mais bon... écoutez, c'est tout un aspect qui est un peu méconnu. Quand vous faites vos audiences, vous pouvez nous donner des chiffres d'audience que vous générez via vos productions? Non, mais globalement, sur la RTBF, on touche 85% du public en Fédération Wallonie-Bruxelles, et notamment les plus jeunes, avec qui ont au moins un contact avec nous. Et je vous disais, on a lancé mise à jour qui concerne les ados, et en 3 ans, on a 500 000 abonnés dans un compte, dans une petite partie d'un petit pays d'Europe. Donc c'est vraiment... avec de l'engagement derrière avec de l'engagement, du commentaire, de la modération. C'est un peu la libre antenne de la radio d'avant, qui est maintenant dans cette interaction. Et ce que vous disiez à l'instant avec Lego, en fait, c'est un peu l'esprit un peu qu'on a nous à la RTBF. C'est un écosystème. Aujourd'hui, pour le jeune, le son tout seul, c'est pas forcément une fin en soi. Si ça rentre dans un
projet plus global, plus complet, voilà, Lego, je trouve c'est un super bon exemple. Nous, on a les news, qui est un JT pour enfants. On va dans les écoles, on essaie de trouver des prescripteurs, et dans les écoles, c'est extrêmement important. On le produit tous les jours en télé. On est sur la chaîne pour enfants, mais on est aussi sur la chaîne pour les adultes, pour avoir un côté familial le dimanche. Et puis, on a produit un podcast qui s'appelle les Maximini sur les petits enfants, sur les petits animaux et les questions environnementales. Et donc, on essaie vraiment de créer de l'image, de la vidéo, des formats, mais d'orienter, quand on le peut, vers l'audio au maximum. Moi, je vous ai ramené une petite vidéo de présentation un peu des formats. On peut la voir peut-être, non, la vidéo si la vidéo est là, on peut peut-être vous la présenter. On part peut-être parti manger. Ils sont partis faire des courses. Tout va bien. Carole, quelles sont les potentialités futures sur ce marché-là qui était, alors pour le coup, très spécifique? Sur quoi vous travaillez, par exemple? Moi, j'aime bien cette expression de libre antenne. C'est la libre antenne d'aujourd'hui des tout petits. Nous, on travaille de la même manière depuis le début avec Bloom, c'est-à-dire qu'en fait, on réunit des enfants autour d'une table et puis on discute avec eux et on voit un peu quels sont les sujets qui les préoccupent. Et puis, à partir de là, on construit nos programmes de manière bien entendu à les divertir, mais aussi à leur apporter des clés pour bien grandir. C'est vraiment notre philosophie depuis le début. C'est aussi pour ça qu'on s'appelle Bloom. Et en fait, un peu comme Mathieu, on grandit avec nos auditeurs dans le sens où évidemment on continue à s'adresser aux enfants, mais comme on a 15 ans, nos premiers auditeurs aujourd'hui ce sont des ados. Ouais. Et donc on s'adresse aujourd'hui aux ados. Donc là on vient de sortir une série de podcasts de fiction sur le harcèlement scolaire. Et en fait ce qu'on a senti en discutant avec les ados, puisque de la même manière on a réuni des ados pour discuter avec eux et comprendre ce qui les occupait, ils n'ont pas pointé du doigt le harcèlement, mais ils ont pointé du doigt finalement les amitiés, leur place dans le groupe, à quel point c'était difficile à ce moment-là. Et on a décidé de créer une série de fiction qui va finalement être une série comme on pourrait regarder une série Netflix à écouter, mais qui va aussi leur apporter des clés pour savoir comment faire quand on se retrouve dans une situation aussi difficile que du harcèlement. Et dans la saison 2, ils sont encore plus grands, donc faire face à du cyberharcèlement et à derrière une détresse psychologique extrêmement dramatique. Voilà. Et donc nous, notre idée, c'est de se dire que on va toujours se baser finalement sur les besoins de nos auditeurs, enfin des jeunes, et créer des programmes qui vont les accompagner. Quel rôle jouent les parents dans cette démarche-là? Ils ont leur mot à dire, on n'en a pas parlé. Mais oui, ils ont leur mot à dire, surtout quand ils sont tout petits, c'est-à-dire que c'est eux qui vont finalement ils sont prescripteurs aussi. Voilà, ils vont lancer le programme, etc. Et d'ailleurs, je pense que les parents aujourd'hui, ils cherchent une offre audio pour les enfants qui est une curation extrêmement soignée pour être sûr de faire écouter à leurs enfants des choses de qualité, etc. Donc ça, c'est important et je pense que voilà, il y a une offre à créer pour les enfants. Je lance le message. Sinon, par la suite, ce qu'on a constaté, nous, avec notre podcast pour les ados, c'est que bien sûr, ça plaît énormément aux ados, mais qu'on a plein de parents qui nous écrivent et qui nous disent « Merci, enfin, je comprends ce qu'il y a dans la tête de mon ado, je comprends ce qu'il vit. » Puisque comme nous, on s'est basé en fait sur leur expérience et ce qu'ils nous ont raconté, en fait, on est capable de transcrire ce que vivent les ados aujourd'hui. Mehdi, au sein de la... Mathieu, allez-y. Pour rebondir, en fait, ce qui est intéressant de voir sur le podcast enfant, en fait, c'est que c'est pas du tout un podcast enfant, c'est aussi un podcast familial. Chez moi, c'est une étude que j'ai faite en début de 2024, mais il y a un peu plus de 40%, 47% de mémoire des enfants qui déclarent en fait écouter seuls, mais en fait la majorité l'écoute en famille, donc c'est soit avec leurs frères, leurs sœurs, plus grands ou plus petits, soit carrément en fait avec les parents, voire avec toute la famille. Et c'est un rendez-vous, et en fait c'est une prise de parole hyper intéressante qu'on fasse de la fiction, enfin moi je fais que de la fiction, ou pas que de la fiction, des reportages aussi. Ce qui va être intéressant avec ça, c'est que justement on peut créer le débat et on peut créer des échanges, donc ce qui est hyper intéressant quand on propose de la fiction à des enfants ou n'importe quel programme, c'est de se dire ok, je m'adresse en fait à une cible très large, c'est pour ça que moi en fait je vous vois mes auditeurs et je les tutoie pas, c'est une cible très large et du coup on peut inciter les gens à dire ok, débattez à la maison ou discuter de ce sujet, que ce soit le harcèlement ou que ce soit la différence ou que ce soit la tolérance ou plein d'autres choses, la guerre, en fait vous pouvez en discuter en famille et donc on est une porte en fait qui ouvre sur autre chose. Mehdi, derrière tout ça, à la RTBF, il y a quand même une stratégie.
de préparer les audiences de demain, peut-être parce que est-ce que ce sont les auditeurs de demain de, je sais pas, la première, Vivacité, l'offre radiophonique chez vous est belle et large. Oui, et télévisuel, et web, voilà, etc. Et notre plateforme propriétaire. Donc est-ce que c'est une façon de créer de l'auditeur? C'est une façon de créer du lien, en fait. On ment pas sur la marchandise. Si vous aviez pu voir les formats que je voulais vous montrer, on est dans des codes très réseaux sociaux et très TikTok, mais on cache pas qu'on est la RTBF. Et le logo de la RTBF est toujours présent, et ce qui permet de commencer déjà à avoir un lien un peu subliminal avec l'entreprise. Ah, ça veut dire que c'est un gage de qualité, alors, peut-être? Alors, c'est une... C'est estampillé. C'est une capacité de s'estampiller, oui, et de montrer qu'effectivement c'est service public, c'est une info crédible, etc. Ouais. Donc ça c'est extrêmement important. Mais c'est aussi créer une habitude et se dire ah tiens, ce contenu-là il vient de la RTBF, peut-être que je vais pouvoir explorer autre chose, rentrer dans l'écosystème RTBF, et quand je vais grandir, je vais peut-être pouvoir me brancher sur la première qui aura une offre podcast qui est vraiment géniale, ou me brancher sur une télé les soirs des matchs de foot des Diables Rouges, mais ça ils le font déjà. Mais donc ouais, l'idée c'est vraiment de les capter dès l'enfance et de les accompagner jusqu'à l'âge adulte, de 8 ans jusqu'à 25 ans. Est-ce que le marché, et ensuite, après, voilà. Est-ce que le marché il est déjà ultra concurrentiel, ou est-ce qu'il reste de la place pour... Le marché, il est vide là-dessus. D'accord, c'était ma question, donc c'est aussi votre réponse. Juste d'un point de vue, comment dire, il est vide juste du point de vue des acteurs professionnels du secteur. En revanche, le marché, il est saturé par des influenceurs, par tout un tas de personnes qui s'autoproclament créateurs de contenu. Voilà, on va parler du Godécrypte, on va parler de tout un tas d'autres acteurs. Voilà, les acteurs professionnels ont une carte à jouer, mais il faut y aller maintenant parce que le retard commence à être important. Carole, vous nous donnez votre top 3 des super méga programmes que l'on peut écouter sur Bloom, la radio des enfants. Numéro 3. Alors, déjà, il y a le podcast de Bloom qui est disponible partout sur toutes les plateformes avec des nouveautés chaque semaine, super éditorialisées, etc. Numéro 2. Numéro 2, moi j'ai une vraie affection pour ce qu'on a créé pour la SNCF qui parle des trains aux enfants et qu'on peut écouter à bord. Donc prochaine fois que vous prenez le train avec vos enfants, faites-leur écouter, c'est tous les secrets sur les trains, comment ça fonctionne, etc. Ils sont grands les miens, mais peut-être qu'on ne sait jamais, pour les punir. Pour les plus petits. Voilà. Et puis numéro 1. Et puis numéro 1, vraiment Claqué au sol, qui est donc notre dernière production qui parle aux adolescents de harcèlement, de cyberharcèlement. Donc c'est une série de petits épisodes, ça? C'est une série, en fait, c'est 2 saisons de 6 épisodes chacune, c'est 10 minutes, donc chaque saison fait 1 heure. La première saison, ils sont en classe de 6e, 5e, et la deuxième saison, ils sont en 4e, 3e, donc les problématiques changent. Ouais, génial le projet, super intéressant. Mehdi, s'il fallait écouter une seule chose que vous produisez à la RTBF. On a 1000 choses à écouter. C'est la question difficile. Moi, je mettrai en avant un projet qui est transverse et aussi radio, qui s'appelle Tarmac at School, qui a été un projet qu'on a mené l'année dernière et cette année, où on a fait des débats dans les écoles dans le cadre des élections, et ce qui a permis de faire ressortir les préoccupations des jeunes d'aujourd'hui dans le cadre d'un débat à bâton rompu. Et alors, ce qui était intéressant, c'était à la fois radiophonique, puisque c'est passé en radio, mais aussi en vidéo, et aussi sur les réseaux sociaux. Et donc on a fait du global avec ça, avec d'assez bons résultats. Ouais, ça, parce que Tarmac c'est le multi-global. Multi-format, format hybride, multiplateforme. Super, sympa. Merci Mehdi, merci d'être passé. Alors, conseillez-nous un seul contenu qui vient de chez vous. C'est compliqué. C'est compliqué. En fait, je vais surtout vous donner un rendez-vous. Ça marche aussi. Paf, je prends. Fais la promo. Non, je suis en train de produire un épisode spécial autour de la course automobile pour Lego, parce que c'est leur gros thème de cette année. Et en fait, c'était le gros contrat pour vous. C'est un super partenaire sans qui en fait mon podcast n'existerait pas. Enfin, en tout cas, il y aurait plus de difficultés. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça va sortir le 1er jeudi de mars, et en fait tous les jours précédents, en fait, on va co-créer l'histoire avec les enfants, et en fait, on va améliorer tout ce qu'on va produire, et à la fin, en fait, il y aura le résultat final. C'est un peu une histoire dont on est le héros. Il y aura des choix multiples que les enfants devront faire les 3 jours précédents, et donc le 1er jeudi de mars, l'histoire complète sortira. Merci Mathieu, merci Mehdi, merci Carole.